Côte d'Ivoire, le PDCI a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara après plusieurs mois de tension. Le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié fait ainsi éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Au Mali, les candidats arrivés respectivement 3e et 4e au premier tour de la présidentielle, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, ont refusé de donner une consigne de vote pour le second tour de la présidentielle. Et puis en République démocratique du Congo, 23 personnes ont déposé leur dossier de candidature pour succéder au président Joseph Kabila, qui ne peut plus se représenter à la présidentielle du 23 décembre prochain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le PDCI a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara après plusieurs mois de tensions croissantes. La formation politique de l'ex-président Henri Konan Bédié fait ainsi éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Une rupture qui marque la recomposition du paysage politique ivoirien, déjà en pleine effervescence à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Les détails. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a annoncé mettre fin à son alliance avec le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara. À travers un communiqué, le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié a annoncé qu'il présentera des candidats pour les élections municipales et régionales sous sa bannière. Cette rupture intervient après plusieurs mois de tensions croissantes au lendemain d'une rencontre entre le président Ouattara et son désormais ancien allié Henri Konan Bédié. Les deux partis étaient alliés depuis 2005 dans une coalition électorale qui a permis l'élection d'Alassane Ouattara à la présidence en 2010 et sa réélection en 2015. Le parti unifié RHDP, créé par le chef de l'État ivoirien à la mi-juillet, visait à unir le RDR et le PDCI dans un même mouvement. Mais le PDCI a refusé de rejoindre l'Union, exigeant du RDR un accord préalable pour qu'un candidat unique issu de ses rangs soit désigné pour l'élection présidentielle de 2020, chose que le RDR a refusée. Dans son communiqué, le PDCI a également annoncé que la commission électorale indépendante sera réformée avant les élections locales. Au Mali, les candidats arrivés respectivement en 3e et 4e position au premier tour de la présidentielle, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, ont refusé de donner une consigne de vote pour le second tour de la présidentielle. Un second tour qui opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Pour Cheikh Modibo Diarra, aucun des deux finalistes ne correspond à un idéal de changement. On l'écoute. Le jugement de la Cour est sans appel et en républicain respectueux des institutions de la République, je prends acte sans commentaire. Ma conviction reste que ni l'un ni l'autre ne correspond à notre idéal de changement. Remplacer Ibrahim Boubacar Keïta par Soumaïla Cissé n'est pas l'alternance, n'est pas le changement. Pour nous, en tout cas, ce n'est ni plus ni moins qu'un simple jeu de chaises musicales. Nous disons que chaque entité de notre regroupement conserve son autonomie et est donc libre de son choix à ce deuxième tour. En République démocratique du Congo, 23 personnes ont déposé leur dossier de candidature pour succéder au président Joseph Kabila, qui ne peut plus se représenter à la présidentielle du 23 décembre prochain. Il s'agit de chiffres issus d'un décompte de la commission électorale. Reportage. Selon un décompte de la commission électorale indépendante, 23 dossiers de candidature à l'élection présidentielle ont été enregistrés en République démocratique du Congo. Dans ce lot, 20 dossiers sont complets et 3 autres étaient encore en attente puisqu'il manquait des preuves de paiement de la caution de $100 000. On note également l'enregistrement d'un seul dossier de candidature féminine. Au dernier jour de dépôt de candidature, le président Kabila a choisi l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, comme candidat de la majorité à la présidentielle.
Parmi les adversaires du camp présidentiel, des ténors comme l'ex-vice-président et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba récemment acquitté par la Cour pénale internationale. 2 anciens premiers ministres Adolphe Muzito et Sami Badibanga, l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et le chef de l'UDPS Félix Tshisekedi ont également fait acte de candidature. Au pouvoir depuis 2001, élu en 2006, réélu dans la contestation 2011, le sortant Joseph Kabila est écarté de la course à la présidentielle après avoir accompli ses 2 mandats constitutionnels. Au Cameroun, le Conseil électoral et Élections Cameroun a rendu son verdict à l'issue des travaux de la session ordinaire de plein droit. Ils seront finalement 9 sur les 27 candidats ayant déposé leur dossier pour prendre part à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Narcisse Oum. Le verdict est tombé à l'issue d'une section ordinaire de plein droit du Conseil électoral d'Élections Cameroun qui avait pour cadre le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe, a donc délivré la liste des candidats retenus devant une assistance composée de quelques candidats, de certains mandataires, des représentants des partis alliés à certains candidats, des hommes et femmes des médias, particulièrement nombreux pour la circonstance. Après délibération, le conseil a arrêté à l'unanimité des membres la liste des candidats ci-après classée par ordre alphabétique. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Garga Aman Adji, Alliance pour la démocratie et le développement, ADD. Kamto Maurice, Mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Libili Nge Cabral, Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, Univers. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Tandem, Fonds populaire pour le développement, FPD. Ndamjoya Adamou, Union démocratique du Cameroun, UDC. Ndifo Afanwi Franklin, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Aussi Joshua Nabangi, Front démocratique social, FDS. Sans grande surprise, ceux qui, avant la publication de cette liste, étaient présentés comme les figures marquantes de ce scrutin, figurent au rang des sélectionnés. Avec en tête le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Aucune femme ne figure dans la liste des candidats retenus par le conseil électoral. Elles étaient pourtant 2 à avoir fait acte de candidature. Les regards sont désormais tournés vers le conseil constitutionnel qui devrait connaître du contentieux préélectoral s'il y a lieu. Sous forme de crème, pilule ou injection, les méthodes pour s'éclaircir la peau sont diverses et variées. Sur le continent africain, le business du blanchissement de la peau est en plein essor, un marché cependant dangereux pour les consommateurs par manque de réglementation. Reportage. C'est un rituel quotidien. Depuis 7 ans, Toyin utilise cette crème éclaircissante. Un produit qui, selon elle, la protège du soleil et lui donne un teint plus clair. Mais avec le temps, sa peau commence à rougir et laisse apparaître des taches plus sombres. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Sur le continent africain, le business des crèmes éclaircissantes est en plein boom. Hommes et femmes achètent ces cosmétiques qui blanchissent la peau en réduisant le taux de mélanine. Le prix d'un pot de crème varie de 2 à 5 € et les adeptes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Des plus pauvres aux plus riches, en passant par la classe moyenne, bon nombre d'entre eux se blanchissent la peau. Dans ma dernière recherche, j'ai découvert que lorsque vous allez sur les marchés, 6 personnes sur 10 se blanchissent la peau. Le succès de ces crèmes a entraîné la création d'un vaste marché informel où la qualité et la concentration des ingrédients, comme parfois des stéroïdes, du plomb ou du mercure, ne sont pas régulés.
Les effets secondaires des crèmes peuvent être désastreux et entraîner des cancers de la peau. You start to affect not only the upper layers of the skin, but you also affect the deeper layers of the skin. Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais aussi les couches profondes de la peau à un point tel qu'à un moment donné, tout le processus s'inverse. Vous obtenez des zones plus foncées de la peau, et parfois la peau est tellement détruite que la seule solution devient la chirurgie au laser ou la chirurgie de reconstitution. Dernière tendance dans les techniques d'éclaircissement de la peau, l'utilisation du glutathion en gélule ou en injection. Cet antioxydant, notamment utilisé pour soigner les cancers, blanchit rapidement la peau et sert d'alternative aux crèmes. Son utilisation n'est pas illégale, mais les conséquences à long terme restent encore inconnues. Hors du continent africain et plus précisément au Mexique, le tribunal électoral a formellement validé mercredi la victoire d'Andrés Manuel López Obrador à l'élection présidentielle du 1er juillet dernier. Le candidat de gauche a remporté le scrutin avec 53,20% des suffrages. Les images. Andrés Manuel López Obrador est officiellement élu nouveau dirigeant du Mexique. Avec 30 110 327 voix recueillies, le candidat de gauche est élu à 53,20% des suffrages à l'élection présidentielle du 1er juillet dernier. El candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de presidente de los Le candidat qui a obtenu la majorité des votes dans l'élection du président du Mexique, selon le décompte final de ce tribunal, est le citoyen Andrés Manuel López Obrador. Le citoyen Andrés Manuel López Obrador répond aux prérequis d'éligibilité des articles 82 et 83 de la Constitution fédérale et est ainsi nommé président élu du Mexique. de los Estados Unidos mexicanos. L'élection de López Obrador, 64 ans, marque une nouvelle ère au Mexique. Il sera le premier président depuis 1994 à bénéficier d'une majorité absolue dans les deux chambres du Parlement. Le président élu prendra ses fonctions le 1er décembre prochain. Restons sur le continent américain, mais cette fois-ci en Argentine, où des manifestants et policiers se sont affrontés à Buenos Aires après le rejet par le Sénat de la légalisation de l'avortement dans le pays. Ce rejet vient mettre un terme aux espoirs des organisations féministes qui soutenaient le projet. Des précisions à travers ces images. Après plusieurs heures de débats houleux, le Sénat a fini par se prononcer. Les chiffres ne laissent paraître aucun doute. 31 sénateurs ont voté en faveur de la légalisation de l'IVG, 38 contre et 2 se sont abstenus. Conclusion, les Argentins sont toujours privés du droit d'avorter. Hors du Sénat, la tension monte dans les rues de Buenos Aires à la tombée de la nouvelle. Des heurts éclatent entre manifestants pro-IVG et policiers. Des incidents isolés ont éclaté après l'annonce des résultats du vote. Une poignée de manifestants pro-IVG isolés ont incendié des palettes contre une des deux rangées de grilles séparant les deux camps et lancé des pierres sur les policiers anti-émeutes. Le débat parlementaire a duré plus de 17 heures. D'après les estimations, 500 000 avortements sont pratiqués chaque année en Argentine dans des cliniques privées ou dans des conditions d'hygiène très précaires selon la situation économique. Le projet de loi avait pourtant été approuvé à la Chambre des députés le 14 juin dernier. Il avait été adopté de justesse par 100 voix pour et 125 contre. Le rejet de ce texte met ainsi terme aux espoirs des organisations féministes. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.